À 19h16, la Tanzanie vote puis s'efface brutalement des écrans. L'après-midi, les fils d'électeurs semblaient encore réels. Le soir, une coupure totale engloutit radio, messages et images et transforme un scrutin ordinaire en silence imposé, sans coordination, sans preuve, sans récit en commun. Que vaut une voix citoyenne quand la visibilité s'éteint et pourquoi cette scène résonne-t-elle jusque dans le Sahel d'Ibrahim Traoré? Un futur proche se dessine. Le mutisme devient instrument politique, l'infrastructure numérique devient point de contrôle, et l'espace public ne survit que si la visibilité reste partageable vraiment. Ce qui s'est joué cette nuit-là ne concerne pas seulement un scrutin interrompu, ni même la Tanzanie prise isolément. L'enjeu est plus large, comprendre comment le pouvoir agit lorsqu'il n'a plus besoin de convaincre, mais seulement d'interrompre, et ce que cela change pour toute société connectée. Vous gagnez ici une clé simple: lire le silence comme un acte politique mesurable. Ce texte avance trois idées essentielles. D'abord, montrer que la coupure n'est pas un accident technique, mais l'activation d'un schéma déjà observé ailleurs, avec des signaux faibles identifiables avant la bascule. Ensuite, replacer cet épisode dans une continuité continentale, où l'infrastructure numérique devient un levier stratégique au même titre que la force ou le droit. Enfin, déplacer la question centrale. Il ne s'agit pas de savoir si une élection a été perturbée, mais à partir de quel seuil l'interruption de visibilité fait disparaître l'espace public lui-même. Ce cadre permet de lire autrement les heures calmes, les justifications sécuritaires et les retours à la normale. Ce qui compte n'est pas la durée du silence, mais ce qui l'autorise pendant qu'il dure. En une seule année récente, 33 coupures d'Internet ont été recensées dans 16 pays africains. Ce chiffre suffit à déplacer le regard. La nuit tanzanienne n'est pas une anomalie, mais un épisode visible d'un schéma qui circule. Pris dans cette continuité, l'extinction de 19h16 cesse d'être un incident et devient une méthode, déjà éprouvée, déjà normalisée ailleurs sur le continent. Avant la bascule, les signes de tension existaient. Les files d'attente devant les bureaux de vote traduisaient moins une confiance sereine qu'un besoin d'être compté, vu, reconnu. Depuis l'indépendance, un même parti dominait la scène politique, transformant progressivement un idéal fondateur en routine institutionnelle. Les réformes annoncées avaient nourri des attentes, puis laissé place à un resserrement progressif de l'espace médiatique et de l'opposition. Rien d'explosif isolément. Pris ensemble, ces éléments dessinaient une fragilité latente. Dans les heures précédant 19h16, les rumeurs circulaient déjà. Les forces de sécurité se repositionnaient. Les messages officiels tardaient à clarifier la situation. Le réseau fonctionnait encore, mais l'équilibre était rompu. Lorsque les écrans se sont figés au milieu d'une phrase, la coupure n'a pas créé la crise. Elle a révélé à quel point l'infrastructure politique reposait sur une confiance érodée. Le silence a rendu visible ce qui ne l'était pas encore. Cette scène a résonné bien au-delà de Dar es Salaam. Dans des débats régionaux, des analystes ont évoqué d'autres trajectoires africaines où la souveraineté est redéfinie par le contrôle de l'information, du Sahel d'Ibrahim Traoré jusqu'aux capitales d'Afrique de l'Est. Non pour établir des équivalences, mais pour poser une question commune: qui décide de ce qui peut encore être vu? À ce stade, une évidence simple et dérangeante s'impose. Une démocratie peut absorber la contestation. Elle survit rarement à un mutisme organisé. Ce que la Tanzanie a montré, ce n'est pas l'effondrement d'un système, mais la facilité avec laquelle la visibilité peut être suspendue lorsque l'infrastructure devient l'outil central du pouvoir. Au cœur de cette nuit suspendue, deux trajectoires ordinaires éclairent ce que signifie la disparition d'un pays en temps réel.
Acha, 23 ans, a voté à l'aube sous un parapluie usé, convaincu que le geste comptait tant qu'il restait visible. Lorsque les réseaux s'éteignent, ce geste banal se fragilise. Sa mère commence alors une recherche à travers une ville disloquée, passant d'hôpital en hôpital, plongée dans l'obscurité, sans liste, sans confirmation, seulement des visages inquiets. L'absence d'information transforme l'attente en angoisse méthodique. À l'autre extrémité de la ville, Moussa, jeune soldat affecté près du terminal des ferries, incarne l'envers du même effacement. Il s'était engagé pour financer ses études, pas pour devenir gardien du silence. Cette nuit-là, ses ordres changent sans cesse. Avancer, reculer, tenir la position. Face à lui, des silhouettes qui ressemblent davantage à ses amis qu'à des ennemis. Quand l'information disparaît, la méfiance devient doctrine, et la doctrine justification. Ces récits ne se croisent pas par hasard. Ils montrent comment une panne réécrit les rôles. Pour Racha, être vu devient une condition de sécurité. Pour Moussa, voir clairement devient presque impossible. Entre les deux, l'État ne parle plus, il interrompt. Les, les responsabilités se déplacent alors vers les individus, sommés de décider sans repère, sans preuve, sans relais. L'impact précoce est net. La coupure n'interrompt pas seulement la communication, elle redistribue le risque. Les familles portent l'incertitude, les agents portent le doute, et la ville apprend à lire les gestes plutôt que les annonces. La peur devient une mécanique autonome, alimentée par l'absence de repères. Quand la lumière tombe, la responsabilité change de camp. Avant la coupure, la soirée semble presque ordinaire. Les bureaux de vote ferment, les rues restent animées. Les radios Les radios commentent avec prudence. Les téléphones vibrent encore. Beaucoup s'attendent à une nuit tendue mais maîtrisable. Puis apparaissent des signaux faibles. La connexion ralentit. Les messages mettent plus de temps à partir. Les écrans hésitent, pris isolément, rien d'alarmant. Pris ensemble, une rupture se prépare. La bascule s'accélère en quelques minutes. Des affrontements sont signalés en périphérie. Les forces de sécurité se redéploient par points discontinus. Un couvre-feu est évoqué sans être clairement annoncé. Les commerçants ferment par instinct plus que par consigne. Dans certains quartiers, les lampadaires clignotent, les radios s'interrompent au milieu d'une phrase. L'incertitude progresse plus vite que toute information officielle. La ville commence alors à se refermer, les cafés se taisent. Les portes se verrouillent, les marchés s'éteignent, des camions militaires apparaissent sans narration claire pour les accompagner. Les ordres circulent mal, parfois se contredisent. Tenir, reculer, avancer. Les habitants apprennent à lire les gestes plutôt que les annonces. La peur devient autonome, alimentée par l'absence de repères partagés. Dans les quartiers, chaque déplacement devient un pari. Les témoignages se fragmentent. Certains parlent de cris, d'autres évoquent de la fumée. Personne ne peut vérifier. Les hôpitaux fonctionnent dans une semi-obscurité, sans liste centralisée, sans confirmation rapide. Les familles passent de poste en poste, accumulant des récits impartiels. La ville devient un labyrinthe sans carte. Sur le port, les unités de sécurité respirent les gaz lacrymogènes qui dérivent lentement. Les ordres changent plusieurs fois dans la même heure. La coordination se délite. Un taxi conduit à l'aveugle pour transporter des blessés, reliant des quartiers par intuition plus que par réseau. Chaque action se fait sans témoin extérieur, sans trace partageable. Puis vient l'instant précis. À 19h16, Internet s'éteint complètement. Les derniers messages apparaissent puis disparaissent aussitôt. Restez chez vous. Protégez vos appareils. N'attendez pas la lumière. L'écran mondial se fige sur la Tanzanie. Ce qui reste, ce sont des villes silencieuses et des décisions prises hors champ. Les répliques sont immédiates.
La coordination citoyenne s'arrête net. La circulation de preuves se dissout. La pluralité des récits s'éteint. Le silence n'est pas un vide, c'est une architecture. Il neutralise simultanément l'organisation, la vérification et la responsabilité. Dans les heures suivantes, la comparaison s'impose ailleurs sur le continent. Cameroun, Soudan, Éthiopie, un enchaînement similaire revient. Protestation, couvre-feu, blackout. Le silence est présenté comme la paix. Dans ces discussions régionales, certains évoquent aussi le Sahel et des figures associées à une souveraineté redéfinie, dont Ibrahim Traoré, non comme cause, mais comme repère d'un débat plus vaste sur le contrôle de l'infrastructure plutôt que du discours. La chaîne d'événements tanzanienne révèle alors sa portée réelle. Ce n'est pas la durée de la coupure qui compte, mais sa place exacte dans la séquence. Avant, l'incertitude. Pendant, l'asymétrie totale. Après, une normalité fragilisée. La nuit n'a pas créé la crise. Elle l'a rendue invisible. Avant la nuit du 19h16, l'Internet fonctionnait comme un espace public imparfait mais continu. Après la coupure, il devient un levier de contrôle immédiat. Le passage du niveau de base au basculement se lit dans trois repères sobres, suffisants pour mesurer ce que l'épisode tanzanien a réellement déplacé, sans noyer l'analyse sous des tableaux. Un premier repère, 33 coupures d'Internet recensées sur le continent en une année récente. Pris isolément, ce nombre pourrait sembler technique. Pris dans la durée, il indique une normalisation progressive de l'interruption comme outil politique. Le niveau de base était l'exception en situation extrême. Le delta, désormais, est l'intégration de la coupure à l'arsenal de gestion des tensions. La Tanzanie n'apparaît donc pas comme un accident, mais comme un maillon visible d'une chaîne déjà constituée. Quand une pratique se répète, elle cesse d'être dissuasive et devient procédurale. Un deuxième repère, environ 24 millions de dollars de pertes économiques estimées à court terme. Le niveau de base comptabilise des flux mesurables. Le delta révèle ce qui échappe au bilan. Cette estimation ne couvre ni l'économie informelle, majoritaire, ni les effets de confiance. Or, la confiance met toujours plus de temps à revenir que les flux financiers. Les marchandises bloquées, les prises de pêche perdues, les marchés fermés sans préavis se réparent parfois. Les réflexes de prudence, eux, persistent. Les chiffres se corrigent, les anticipations se figent. Dans les jours suivants, de nombreux acteurs intègrent une variable silencieuse, la possibilité que tout s'arrête sans avertissement. Un troisième repère, 70% de la population africaine a moins de 30 ans. Le niveau de base est démographique, le delta est politique. Pour cette génération, la connexion n'est pas un confort, mais un prolongement social. Être connecté équivaut à être reconnu. Couper l'Internet suspend une forme d'existence publique. La coupure apaise l'image, mais accumule la défiance. À moyen terme, l'effet est souvent inverse de l'objectif affiché. Pris ensemble, ces trois repères bornent le réel. Ils montrent que la coupure retire simultanément la visibilité, la coordination et la preuve. Sans image, les événements ne disparaissent pas. Ils deviennent invérifiables. Sans message, les consignes se fragmentent. Sans trace, les responsabilités se diluent. Le vocabulaire officiel se standardise au même rythme que la pratique, souvent sous la forme de mesures temporaires de sécurité. Le delta est là. Le silence devient une architecture. Dans les débats régionaux, cette lecture s'impose. Des trajectoires politiques différentes, parfois opposées, se croisent autour d'une même question de souveraineté informationnelle. Le nom d'Ibrahim Traoré apparaît alors comme point de référence symbolique, non pour assimiler des contextes distincts, mais pour interroger une tendance commune, contrôler l'infrastructure plutôt que le récit. L'alignement est clair,
Là où la visibilité est retirée, le pouvoir n'argumente plus, il filtre. Les chiffres n'expliquent pas tout, ils font mieux. Ils empêchent la réduction de la nuit tanzanienne à un incident technique. En somme, efficace à court terme, coûteuse à moyen terme, corrosive à long terme. La question qui demeure n'est pas statistique, elle est politique. Combien de fois peut-on appuyer sur l'interrupteur avant que le silence ne devienne la seule preuve d'autorité? Deux lectures s'opposent lorsqu'il s'agit d'évaluer une coupure d'Internet pendant une crise électorale. La première, portée par des autorités et des responsables sécuritaires, affirme que l'interruption temporaire des réseaux permet d'éviter l'escalade. Selon cette logique, les plateformes numériques amplifieraient les rumeurs, accéléreraient les mouvements de foule et compliqueraient le maintien de l'ordre. Couper la connexion serait alors une mesure préventive comparable à un couvre-feu informationnel, destiné à gagner du temps et à protéger les vies en limitant la propagation du chaos. Un second argument, plus technocratique, insiste sur la souveraineté de l'État sur ses infrastructures. Internet n'y est pas considéré comme un droit absolu, mais comme un service conditionné à la stabilité. En période de tension extrême, suspendre ce service relèverait d'un arbitrage pragmatique entre liberté et sécurité. Dans cette lecture, l'opacité est temporaire et acceptable si elle permet un rétablissement ultérieur de l'ordre. L'objectif affiché n'est pas la censure, mais la désescalade. Ces deux arguments méritent d'être pris au sérieux. Internet peut effectivement accélérer des dynamiques incontrôlées. Les fausses informations circulent plus vite que les démentis. Les images sorties de leur contexte peuvent enflammer des situations déjà fragiles. Reconnaître ces risques est nécessaire pour éviter toute idéalisation naïve de l'espace numérique. Cependant, la nuit tanzanienne met en lumière une faille centrale dans ce raisonnement. Le silence n'a pas supprimé la violence, il l'a déplacée hors champ. Les affrontements n'ont pas cessé lorsque les réseaux se sont éteints. Ils sont simplement devenus impossibles à documenter. Les ordres contradictoires reçus par les forces de sécurité, les hôpitaux débordés travaillant sans coordination et les familles cherchant des proches sans liste ni confirmation montrent que l'absence d'information a ajouté de la confusion là où l'argument sécuritaire promettait de la clarté. Quant à la souveraineté technique, elle se heurte à une réalité sociale. Lorsqu'un État coupe la visibilité, il coupe aussi les mécanismes de responsabilité. Sans témoin, sans preuve, sans contre-récit, la confiance s'érode plus vite que l'ordre ne se rétablit. Une mesure présentée comme temporaire laisse une trace durable dans la perception citoyenne. Une action réellement protectrice réduit la peur. Or, cette nuit-là, la peur s'est étendue précisément au moment où l'information a disparu. La réfutation tient donc en un point vérifiable. La coupure n'a pas sati les peurs, n'a pas stabilisé la situation, elle a révélé les limites d'un pouvoir qui confond contrôle et sécurité. Ce qui bascule réellement au milieu du récit n'est ni la durée de la coupure ni son ampleur technique, mais sa fonction politique précise. La nuit tanzanienne montre que l'interruption ne sert pas seulement à calmer une situation tendue, elle redessine le terrain même sur lequel le pouvoir s'exerce. En retirant la visibilité, l'État ne suspend pas le débat, il le remplace par une asymétrie totale. D'un côté, une autorité qui continue de voir, de coordonner, de décider. De l'autre, une société rendue aveugle, fragmentée, privée de preuves partageables. Ce déplacement change la nature du pouvoir. La coupure cesse d'être un outil de gestion de crise pour devenir un filtre permanent. Ce qui peut exister publiquement, c'est uniquement ce qui survit hors réseau. Le reste ne disparaît pas. Il s'enfuit. Les événements continuent, les décisions aussi. Simplement, elles ne laissent plus de traces vérifiables. C'est ici que la comparaison régionale éclaire vraiment la situation. Dans plusieurs analyses africaines, le nom d'Ibrahim Traoré apparaît comme symbole d'un débat plus large sur la souveraineté informationnelle.
Faut-il contrôler le récit ou contrôler l'infrastructure qui permet au récit d'exister? La nuit tanzanienne suggère que la seconde option est la plus efficace précisément parce qu'elle agit sans discours. À ce point précis, une évidence s'impose. Si la visibilité est la dernière défense d'un espace civique, alors la coupure en est la ligne de fracture. Les effets de la nuit tanzanienne ne se répartissent pas uniformément. Ils touchent à 4 groupes distincts, chacun révélant une facette précise du coût réel du mutisme imposé. Pour les citoyens ordinaires, la coupure transforme l'espace familier en territoire opaque. Les familles ne peuvent plus vérifier si leurs proches sont en sécurité. Les déplacements deviennent des décisions prises sans information fiable. Dans les hôpitaux, les patients arrivent sans identité numérique, sans possibilité de prévenir, sans liste centralisée. L'absence de réseau ne suspend pas la vie quotidienne, elle la rend imprévisible. Être visible devient une condition de protection, ne plus l'être une vulnérabilité immédiate. Cette insécurité diffuse persiste après le retour du signal, car la mémoire du silence modifie durablement les comportements. Pour l'économie et le commerce, l'impact est rapide et désorganisateur. Les marchés ferment sans coordination. Les produits périssables se détériorent. Les pêcheurs voient leur prise perdre toute valeur faute de débouchés. Les transporteurs restent bloqués, incapables de confirmer itinéraires et délais. Les pertes estimées donnent une mesure partielle mais ignorent l'économie informelle pourtant dominante. Plus durable encore est l'effet psychologique. Chaque acteur intègre désormais le risque d'un arrêt soudain. L'initiative ralentit, l'investissement hésite. La coupure agit comme une taxe invisible sur la confiance. Pour les institutions, la coupure crée une asymétrie frappante. Les canaux officiels restent actifs, diffusant un message uniforme présenté comme rassurant, tandis que les publications indépendantes disparaissent. Cette centralisation donne l'illusion d'un contrôle renforcé. En réalité, elle révèle des failles internes. Les ordres contradictoires, les déploiements incohérents et la surcharge des services d'urgence montrent un appareil qui se raidit plus qu'il ne se stabilise. Le silence protège l'image, pas nécessairement la capacité d'action. À l'échelle régionale, la nuit agit comme un signal stratégique. Dans plusieurs capitales africaines, le débat s'intensifie. Une coupure est-elle une exception défensive ou un précédent reproductible? Les comparaisons émergent avec d'autres épisodes récents. Dans ces discussions, le nom d'Ibrahim Traoré circule comme référence symbolique, non pour assimiler des contextes distincts, mais pour interroger une question partagée. Contrôler l'infrastructure suffit-il à redéfinir la légitimité politique? Pour une jeunesse connectée à l'échelle du continent, la réponse reste profondément incertaine. Ces 4 niveaux racontent une même réalité. Un pays peut disparaître brièvement des écrans. Les conséquences, elles, s'inscrivent dans la durée. Le silence ne supprime pas les tensions, il les redistribue. Et lorsqu'il se retire, il laisse une société qui se souvient d'avoir été rendue invisible. À moyen terme, la nuit où la Tanzanie a disparu du réseau ouvre 3 trajectoires plausibles. Elles ne prédisent rien. Elles décrivent des directions conditionnelles, dépendantes de choix politiques et d'acceptation sociale. Ce qui les distingue n'est pas l'intention affichée, mais le seuil de tolérance au silence. Dans une trajectoire possible, la stabilisation reste fragile et la mémoire du blackout demeure active. Si les autorités rétablissent progressivement les services sans reconnaître pleinement la portée civique de la coupure, la vie quotidienne reprend, mais avec prudence. Les marchés rouvrent, les transports se normalisent, les institutions communiquent davantage. Toutefois, la mémoire du blackout persiste.
Les citoyens intègrent l'idée qu'une interruption peut survenir sans avertissement. Cette anticipation modifie les comportements. On sauvegarde hors ligne, on évite l'exposition publique, on limite la dépendance au réseau pour les moments sensibles. L'ordre est maintenu, mais il repose sur une vigilance diffuse plutôt que sur la confiance. Le silence a cessé, mais il a laissé une trace. Dans une trajectoire plus favorable, une ouverture contrôlée peut redonner de l'air à l'espace civique. Si la coupure est interprétée comme un signal d'alerte plutôt que comme un succès tactique, des ajustements deviennent possibles. Des mécanismes de transparence sont mis en place pour documenter toute interruption future. Les restrictions médiatiques sont partiellement assouplies. Des consultations publiques s'ouvrent mais sur la gestion des crises numériques. Dans ce cadre, la jeunesse connectée redevient une force de proposition. L'État conserve l'initiative, mais accepte de partager la visibilité. La nuit du blackout n'est pas effacée. Elle devient un point de départ vers une normalisation plus robuste où la sécurité ne s'obtient plus par l'effacement. Dans une trajectoire plus préoccupante, le silence risque de se normaliser jusqu'à devenir une méthode. Si la coupure est perçue comme efficace et peu coûteuse politiquement, elle s'installe comme précédent. Les périodes électorales suivantes s'accompagnent de restrictions préventives. Les interruptions deviennent plus fréquentes, parfois ciblées, souvent justifiées par des arguments techniques. Les organisations civiles se heurtent à des obstacles administratifs croissants. Les voix dissidentes se déplacent vers des réseaux parallèles, moins visibles et plus fragmentés. Dans ce scénario, le silence n'est plus une exception, il devient une méthode. Ces trajectoires partagent un point commun. Elles dépendent moins des discours que des seuils d'acceptation. Observer ce que l'État documente, ce que la société tolère et ce qui reste sans trace permet d'anticiper la direction prise. Là se joue l'avenir, non dans les annonces, mais dans la gestion de la visibilité. Ce que révèle une nuit de blackout ne se limite pas aux décisions d'État. Cela touche des trajectoires ordinaires, souvent absentes des communiqués officiels. Trois groupes permettent de comprendre comment le silence politique devient une expérience intime, concrète, durable. Pour les jeunes connectés, la coupure agit comme une rupture identitaire. Leur quotidien repose sur la circulation continue des messages, des images et des preuves. Lorsque le réseau disparaît, ce n'est pas seulement un outil qui s'éteint, mais un espace d'existence sociale. Beaucoup découvrent alors que la liberté peut se mesurer à la capacité d'envoyer un signal, même bref. Une première réponse pragmatique consiste à diversifier les canaux de communication afin de ne pas dépendre d'un seul vecteur de visibilité. Le silence n'est plus abstrait, il devient une contrainte vécue. Pour les travailleurs du quotidien, l'impact est plus matériel, mais tout aussi profond. Vendeurs de marché, chauffeurs, pêcheurs ou enseignants voient leur routine se briser sans explication. Les trajets deviennent incertains. Les transactions ne peuvent plus être confirmées. Les revenus sont suspendus sans avertissement. Le silence n'est pas idéologique, il est économique. Une réponse minimale consiste à anticiper des solutions hors ligne fondées sur des relais locaux et des accords de proximité capables de maintenir une continuité, même dégradée. Pour ceux qui soignent, protègent ou accompagnent, la coupure révèle une surcharge invisible. Médecins, infirmières, volontaires et agents de terrain doivent compenser l'absence d'information par des décisions improvisées. Sans coordination, chaque geste coûte plus d'énergie, chaque erreur pèse davantage. Renforcer des protocoles de communication de crise indépendants du réseau général devient alors une nécessité opérationnelle, non un luxe. Ces expériences convergent vers une même leçon. Le silence ne frappe pas abstraitement. Il fragilise personne par personne, métier par métier.
Comprendre cette dimension humaine permet de dépasser le débat théorique et de mesurer ce que signifie réellement vivre dans un espace où la visibilité peut être retirée à tout moment. Sortir durablement d'une nuit où un pays a disparu du réseau ne dépend ni d'un discours rassurant ni d'un simple retour à la normale. Cela exige une série d'actions coordonnées, pensées pour réduire la vulnérabilité au silence et restaurer la visibilité comme principe civique minimal. D'abord, rétablir la traçabilité institutionnelle. Les commissions électorales, autorités judiciaires et organes de contrôle doivent documenter publiquement chaque interruption, qu'elle soit technique ou administrative. Cette documentation intervient dès la réactivation complète des services. L'enjeu n'est pas la rapidité du retour, mais la qualité des traces laissées. Chronologie vérifiable, rapport accessible, données cohérentes. Sans traces, aucune responsabilité ne peut être évaluée. Ensuite, reconstruire la continuité du récit public. Rédaction locale, organisations civiles et collectifs citoyens jouent ici un rôle central. Leur tâche consiste à recueillir témoignages, images hors ligne et chronologies croisées dans les jours suivant la coupure. L'objectif n'est pas la confrontation immédiate, mais la restitution d'un horizon commun. Là où le blackout a fragmenté les récits, cette consolidation réintroduit une mémoire partagée. Puis, créer des filets de communication de secours. Universités, communautés techniques et ingénieurs développent des solutions hors ligne et des relais physiques capables de maintenir un minimum de signal en situation critique. Ces dispositifs se construisent en amont et se mesurent à leur capacité à fonctionner sans dépendre d'un interrupteur unique. Enfin, fixer un seuil collectif régional. À l'échelle africaine, instances régionales et leaders d'opinion débattent déjà d'une souveraineté numérique encadrée. Dans ces échanges, des figures souvent citées comme Ibrahim Traoré apparaissent non comme modèles mais comme repère d'un débat plus large. L'objectif est clair, reconnaître toute coupure comme une atteinte civique mesurable sur un horizon de 6 à 12 mois. Ces étapes n'éliminent pas le risque, elles empêchent que le silence s'installe sans preuve. Au matin qui a suivi, l'image d'achat avançant sous son vieux parapluie est restée comme un fil discret. Ce n'était plus un symbole politique mais un geste obstiné, continuer à marcher quand personne ne regarde. Sa mère, passant de couloir en couloir la nuit précédente, cherchait un visage plutôt qu'un nom. Cette quête résume ce que le blackout a réellement produit. Une société contrainte de se reconnaître sans miroir, privée de repères communs. Les récits de Moussa résonnent de la même manière. Ces ordres contradictoires, reçus dans l'obscurité, ont tracé une frontière fragile entre devoir et doute. Lorsque la visibilité se retire, cette frontière devient floue, et chacun doit décider seul de ce qu'il croit encore juste. Ce sont ces décisions silencieuses, prises hors caméra, qui laissent les traces les plus durables. Dans les discussions régionales, le nom d'Ibrahim Traoré circule alors comme point de comparaison, non pour juger des trajectoires distinctes, mais pour rappeler une question persistante. Qu'est-ce qu'un État protège réellement lorsqu'il contrôle le silence? La nuit tanzanienne n'a pas effacé la démocratie. Elle a montré ce qui arrive quand la visibilité devient conditionnelle. La ville a repris son rythme, les marchés ont rouvert, les voix sont revenues. Pourtant, quelque chose demeure suspendu. La mémoire survit toujours au blackout. Cette histoire ne s'arrête pas aux frontières de la Tanzanie. Elle concerne toute société connectée qui s'interroge sur le seuil où la stabilité cesse d'être une promesse pour devenir une pause imposée. Lorsque les réseaux s'éteignent, ce ne sont pas seulement des flux qui disparaissent, mais les liens par lesquels une population se reconnaît, se rassure et se contredit. Le calme soudain peut sembler protecteur. Il mérite pourtant d'être interrogé, car il masque souvent un déplacement du pouvoir plutôt qu'un apaisement réel. Regarder ces épisodes avec attention permet de lire autrement les retours à
à la normale les justifications techniques et les silences officiels. Cela invite aussi à suivre les débats régionaux, où des figures régulièrement citées, comme Ibrahim Traoré, servent de point de référence pour penser la souveraineté, la visibilité et leurs limites, sans réduire des contextes différents à un modèle unique. La question n'est pas de trancher, mais de rester attentif à ce qui devient invisible. Si ce récit vous interpelle, partagez-le pour qu'il continue de circuler là où le silence progresse. S'il soulève des questions, laissez-les ouvertes et discutables. À quel moment le calme devient-il une absence qui mérite d'être contestée?